Donc, je vous parlais d'interopérabilité, on va parler de cette news dont j'ai pas plus entendu parler que ça. En fait, j'ai trouvé ça assez bizarre. En fait, Circle va nous faire des actualités sur l'USDC un peu toutes les semaines pendant tout le mois de septembre. Donc, la semaine dernière, on nous parlait justement du fait qu'ils allaient venir sur le layer 2 Base. C'est aussi le cas d'Optimism, ça a été annoncé. Et donc là, ils proposent un nouveau protocole qui s'appelle le Cross-Chain Transfer Protocol, qui est un protocole dédié à l'USDC. Le principe, c'est quoi? Écoutez bien, je trouvais ça super cool. Le principe, c'est de pouvoir nativement faire circuler l'USDC. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'USDC, soit il était géré sur une chaîne, Ethereum, Avalanche, Solana, etc. Soit pour les chaînes qui n'étaient pas gérées nativement, tu avais des gens qui bloquaient des jetons d'un côté et qui créaient un produit dérivé de l'USDC de l'autre, comme le fait Axelar par exemple. Et le problème de ça, c'est qu'en cas de piratage, bah, tu peux te retrouver avec un gros bordel parce que tu vas avoir des jetons en double, ça va être du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est pas forcément très pratique de toujours devoir bridger les fonds. Donc en fait, ils ont créé un protocole, cross-chain. Le principe, c'est quoi? Alors pour le moment, il y a 4 chaînes qui sont compatibles. On a Avalanche, Ethereum, Base et Optimism. Et on va avoir d'autres chaînes qui vont se rajouter, puisqu'on sait que l'USDC est pour le moment géré nativement par 11 blockchains. Je suis allé vérifier tout à l'heure, quand tu vas dans la FAQ. Si tu vas dans la FAQ, tu peux voir How many blockchains does USDC run? Nativement, ils ont Algo, Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Flow, Hedera, Hgraph, Solana, Stellar, Tron, Optimism et Base. Ils ont aussi bridgé sur Polygon, donc ça, c'est pas du natif pour le moment. Ça viendra peut-être. Et donc, je pense que toutes ces chaînes-là vont être gérées par le protocole. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir de l'USDC natif qui passe d'une blockchain A à une blockchain B. Donc eux, ils mettent à disposition une documentation pour pouvoir intégrer dans des applications décentralisées, de façon totalement décentralisée pour le coup, cette fonctionnalité-là. Je vous donne un exemple. Tu as besoin de faire de la DeFi, tu as besoin de faire un swap cross-chain, tu as besoin de prêter de la liquidité. Par exemple, tu as de la liquidité sur Avalanche, mais toi, tu veux faire de la DeFi sur Ethereum. Tu n'auras pas à, dans un premier temps, manuellement bridger tes fonds d'Ethereum, enfin d'Avalanche à Ethereum, puis à faire ton truc. Là, tout va se faire si jamais l'application décentralisée utilise leur documentation. Donc du coup, ça va éviter de se prendre la tête à avoir des liquidités sur toutes les chaînes, etc. Ça va être géré de manière totalement native. Donc pour le moment, dans les partenaires, ils ont MetaMask et OKEx qui gèrent ce protocole-là. Ils ont aussi également beaucoup de bridges, et il y a d'autres bridges qui vont se rajouter. Et ils ont du SDK. Donc là, notamment, Hyperlane, c'est un bridge, donc ça va se rajouter. Donc ça veut dire que n'importe quelle application décentralisée peut se servir sur le SDK d'un bridge pour ajouter cette fonctionnalité. Et donc, tu as un autre exemple qui est donné, que j'ai trouvé intéressant, c'est que, imaginons, tu veux faire un achat NFT. Regarde. En un clic, un utilisateur peut utiliser ses USDC d'Avalanche pour aller acheter un NFT sur Arbitrum, sur Uniswap. Parce que justement, l'application décentralisée pourra intégrer le protocole, ça va aller piocher les fonds sur Avalanche, ça va faire le swap, et ensuite ça va aller acheter sur Arbitrum. Donc niveau expérience utilisateur, ça va être quand même beaucoup plus sympa que s'emmerder à bridger à chaque fois. Et donc ce qui se passe aussi, c'est que, je le répète, j'ai dû le dire plus tôt, c'est que quand tu bridges, par exemple d'Avalanche à Ethereum, ça va brûler les jetons sur Avalanche et créer l'équivalent sur Ethereum. Donc du coup, il n'y a pas de création monétaire, de destruction monétaire. Tu crées pas de la monnaie à partir de rien. Donc c'est plutôt bien foutu. Et moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça va très naturellement donner des idées à Tether et à d'autres stablecoins ou pas. Mais surtout, ça va créer un process potentiellement pour d'autres types de crypto-monnaies, pour faciliter l'interopérabilité, sans avoir forcément à se servir de IBC, c'est-à-dire le protocole de Cosmos. Donc en termes d'interopérabilité, c'est vraiment sexy. Voilà pour cette première fonctionnalité que j'ai trouvée très intéressante. Je pense que NIR Protocol et Cosmos natif vont arriver ce mois-ci pour l'USDC. Donc là aussi, ça va permettre pas mal de cas d'usage. On en parlait dans l'émission précédente. On a Privacy Pool, qui a un fork de Tornado Cash, qui commence à faire parler de lui. Vitalik Buterin nous en a parlé. On a un rapport de Messari sur le sujet. Alors je vais faire attention parce que j'ai pas envie de me faire engueuler, mais c'est un rapport qui est uniquement pour les personnes qui payent un abonnement pro qui coûte une trentaine de dollars par mois, mais il y a un super rapport à expliquer. L'idée c'est quoi? C'est que Tornado Cash, les créateurs de Tornado Cash se sont fait tomber dessus parce que ça faciliterait le blanchiment d'argent, le terrorisme, etc., etc. Là, l'idée, c'est de mettre à disposition de la cryptographie pour qu'une personne qui a mis ses fonds sur ce protocole-là puisse justifier l'origine des fonds et donc justifier qu'elle
elle n'a pas mixé son argent avec des adresses criminelles, etc. Donc l'idée, c'est d'aller dans le sens du régulateur, mais de permettre d'offrir de la vie privée, parce qu'on le sait, des fois, t'as peut-être pas envie que tout le monde voit ce que tu fais de ton fric. Et c'est de bonne guerre. C'est très bien d'avoir de la traçabilité sur la blockchain, mais de la traçabilité pour tout, ça ne fait pas forcément sens. Donc ça s'appelle Privacy Pool. Si vous allez sur Google, vous aurez un site qui vous en parle. Et encore une fois, c'est un fork de Tornado Cash. Et dedans, tu as Vitalik qui a participé, tu as des gens de Tornado Cash qui ont participé. Je vais terminer ma partie Fonda sur un trade extrêmement intéressant. En fait, initialement, regarde, comment ça s'est passé pour que vous puissiez aussi profiter des fois de contenu gratuit alors que ça semble être payant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu vas sur Messari Research, tu as The Modular Blockchain Landscape et tu peux voir que entreprise ici. Ça veut dire que nous, notre petite forfait à $30 par mois n'est pas suffisant. Il faut envoyer 10 000 balles par mois. Donc nous, on va savoir, mais moi, je veux savoir. Moi, je veux pas payer, je veux savoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver l'info. Et en fait, généralement, les employés de Messari, ils font des trades Twitter pour résumer les rapports. Et là, en l'occurrence, le rapport payant a un trade Twitter extrêmement complet. Donc ensuite, je l'ai balancé dans Trade Reader App pour pouvoir le déplier parce que moi, le format trade en 10 000 tweets, ça me donne envie de me foutre en l'air. Et on a un résultat extrêmement séduisant. On va pas faire tout le trade ensemble, mais simplement, encore une fois, on a une étude qui nous fait état de tout l'écosystème modulaire, donc Ethereum, Celestia, Eigenlayer, Avail, etc. D'ailleurs, on a pu voir avec Abdel que Avail, ça s'appelle plus Polygon Avail, mais c'est un projet à part qui s'appelle Avail. Donc on va avoir pas mal de concurrence à ce niveau-là pour la data availability. On peut le voir juste ici. Et donc ça nous fait état des protocoles d'interopérabilité type Bridge et autres, des Layer 2, des Layer 3, des Layer 1 qui servent de data availability, settlement layer, mes couilles, voilà, j'ai envie de dire le gros mot, ça me fait plaisir. Bref, beaucoup de projets que vous pouvez analyser sur Twitter, sur leur site internet, etc. La quasi-intégralité de ces projets vont avoir des jetons. La concurrence va être rude. Pour moi, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne me permettrai pas, ça se trouve, les alts vont continuer de partir à la cave. Mais si vous deviez miser sur un prochain bull run, là vous avez vraiment le prime time en face des yeux. Hein. Il y a tout le monde. Hein. Donc on va avoir des nouveaux protocoles qui vont continuer d'arriver, mais tous ces protocoles-là lèvent des fonds, un truc de zinzin. Les VC sont derrière, ça build sur Ethereum ou Celestia, donc toutes les narratifs sont là. Les prochains champions sont là. Et les prochains perdants aussi, bien sûr. Donc trade très intéressant que je vous laisse en description Twitter, qui nous fait état du coup de qu'est-ce que c'est un layer 2, qu'est-ce que c'est un optimistic rollup, un zk rollup. T'as un lien à partager peut-être? Ouais, je vous le mets dans le chat aussi, bien entendu. Les différentes logiques. Voilà, il y en a qui parlent de layer 2, il y en a qui parlent de layer 3, etc. On parle aussi de coprocesseurs, c'est-à-dire de protocoles qui vont permettre de rajouter de la complexité sur Ethereum et permettre de nouveaux types de développement. Par exemple, on a Herodotus, dont Abdel nous a parlé, qui a plusieurs concurrents d'ailleurs, mais qui a un protocole qui va te permettre, avec des technologies type ZK, de pouvoir prouver, par exemple, si tu as des adresses sur plusieurs blockchains, que, ok, tu possèdes un actif sur une blockchain A, donc tu peux effectuer une action sur une blockchain B sans avoir à bridger tes jetons. Un petit peu comme ce qu'on a montré tout à l'heure avec Circle, mais appliqué à tout l'écosystème crypto. Donc c'est assez violent. J'ai pas encore identifié quel est leur business model, mais ce sera probablement un gas token que tu as payé pour faire ce type d'action. Donc très intéressant. Voilà, beaucoup de techniques, beaucoup de choses à apprendre. Très très intéressant. Pour moi, les nouveaux champions du prochain bull run sont là. Donc ça me fait plaisir de vous les partager. Je maîtrise pas tout, mais sachez qu'on fait des lives sur Twitch. Nous, avec Léo, lui, il va vous parler d'analyse technique. Moi, je fais de l'analyse fondamentale dédiée à ce type de projet pour ma chaîne Capet Crypto. Apparemment, il y a la CFTC qui inflige des amendes à des protocoles DeFi. Là. Ouais, j'en ai pas parlé dans l'émission. Il y a eu une petite amende sur des protocoles DeFi parce qu'ils se seraient pas mis en conformité, mais on parle de $100 000 et $250 000, je crois, d'amende. Donc c'est plus une petite remontée de bretelles. Mais c'est que des petits protocoles. C'est Opin, 0x, Deridex. Je connais pas du tout. On en a parlé dans l'actualité. Mais moi non plus, hein, les protocoles, je les connais pas. Je sais plus, mais on a fait un article cette semaine pour en parler. En tout cas, ça c'est sûr. C'est juste que je voulais pas constamment vous parler de réglementation parce que ça me fatigue un petit peu à force, pour pas vous mentir. Voilà les potes, pour la partie Fonda après la technique. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.